Et voilà, parfait, merci. Bienvenue sur ce webinaire sur la cohérence et la pertinence du système d'information. Alors aujourd'hui à mes côtés, William Béraud. Bonjour William. Bonjour Thierry. Voilà, William, tu peux te présenter en deux petits mots parce que William est le spécialiste du CRM entre autres chez nous et il a une grande expertise sur cet aspect système d'information marketing qui nous intéresse aujourd'hui. Eh bien oui, tout à fait Thierry. Donc j'ai un vécu, on va dire, dans l'informatique et notamment dans le CRM. J'ai commencé à baigner dans ce domaine en 98, où je suis rentré en fait chez Volvo Automobile France pour mettre en place l'activité CRM. Et donc créer toute la logique de base de données, d'action marketing, de transfert de leads, de call center, etc. Et puis derrière, je suis parti en 2000 chez SAP, où je suis devenu patron du CRM pour cette marque. Et donc voilà, je suis resté 4 ans et demi, donc aussi beaucoup de tests. L'avantage de l'automobile, c'est qu'on peut tester beaucoup de choses, il y a quand même des moyens, enfin en tous les cas, il y en avait. Et puis derrière, j'ai monté une agence de marketing relationnel, donc CRM Event, où j'avais beaucoup de clients en fait dans l'automobile et dans le luxe. Et donc aussi là, mettre en place des systèmes d'information avec des organisations orientées résultats, c'était mon quotidien. Et puis ensuite, j'ai rejoint Mabis donc, pour monter une BU CRM en fait, au sein de cette entreprise de data management. Et, car on sait tous en fait que les clés du succès sont liées en fait au carburant, à la voiture, donc qui est vraiment le système d'information, et au pilote aussi, c'est-à-dire le pilotage de l'entreprise par ces cadres. Voilà, merci William. Donc une formation, une double compétence, voire même une triple compétence, à la fois métier et puis métier marketing commercial et puis à la fois système d'information. Alors aujourd'hui, on intervient dans un contexte bien sûr système d'information. Dans une entreprise, on a toujours 3 grands piliers, des grands piliers de travail, de réflexion, bien sûr, d'analyse et d'études. Les premiers sont bien sûr l'organisation, au travers des processus. La deuxième ressource importante dans l'entreprise, enfin le deuxième, c'est pas forcément en ordre de priorité, mais c'est bien sûr la ressource humaine, le savoir, le savoir-être, le savoir-faire, sur lequel bien évidemment il va falloir agir. Et puis la technologie. Et le lien entre ces 3 axes de travail et d'analyse, c'est bien évidemment une cohérence et une pertinence du système d'information. Alors, première chose, William, c'est qu'on va avoir besoin d'une vision partagée dans l'entreprise pour pouvoir agir sur ce système d'organisation voilà, j'ai fait un lapsus, ce système d'information qui nous permet de valider finalement une certaine organisation. Et pour ça, il y a une première étape qui est celle d'une stratégie orientée client. En effet, je pense qu'avant de monter des systèmes d'information, il faut déjà définir un but. Donc il y a une dimension stratégique qui est donc la vision de l'entreprise qui doit être clairement définie et clairement partagée au sein de l'entreprise. Parce que ça ne sert à rien de mettre des systèmes pour supporter l'information, supporter des processus, supporter des traitements, si derrière personne n'adhère et qu'en fait ça n'a pas vraiment de sens. Donc je dirais que l'élément numéro 1, c'est on a une vision très claire de là où on veut aller. Ça se déduit par une stratégie et cette stratégie, elle est partagée au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est le point numéro 1. Voilà, c'est le point, donc de donner un cap, de donner une direction qui va fédérer les équipes à œuvrer dans le même sens. Et pour reprendre ton image tout à l'heure, on ne va pas dire ramer dans le même sens, mais là, c'est vraiment pour prendre la direction commune. Et alors, chose importante aussi, puisqu'en fait, on parle de stratégie orientée client, en effet, le patron de l'entreprise, c'est le client. Souvent, on a tendance à l'oublier, mais on part de lui. C'est-à-dire qu'on part de lui, c'est pour ça qu'on le verra après, mais on va parler de parcours client. En général, les questions qu'on se pose, c'est on se dit, mais qu'est-ce qu'on aimerait que nos clients aient comme service? Comment on aimerait que nos clients soient traités en fait par notre entreprise? Et à partir de ces constats, de ces définitions, on va remonter en fait sur une organisation qu'on va mettre en place pour arriver à satisfaire en fait ses besoins. Et puis derrière, un système d'information qui va pouvoir nous aider à créer ce qu'on appelle l'ingénierie des processus, c'est-à-dire supporter un certain nombre de traitements en automatique. Mais ça part de la base, et la base, en fait, c'est le client.
Voilà. Et donc cette base, cette orientation client va nous permettre en fait d'avoir une cible d'un point de vue technologique, d'un point de vue opérationnel. C'est ce que tu appelles l'écosystème opérationnel. Tout à fait. Donc une fois qu'en fait on a défini cette stratégie, une fois qu'on a une vision commune, qu'on a défini notre stratégie, après on va s'occuper je dirais, de traiter le plus automatiquement possible un certain nombre de choses. L'idée, c'est que les gens se concentrent sur des tâches à forte valeur ajoutée et pas sur des tâches qui, malheureusement, sont souvent légion dans les entreprises, c'est-à-dire on passe notre journée à rassembler des fichiers Excel ou des choses comme ça, alors qu'un cadre, à un moment donné, il est quand même plus à même de réfléchir sur des plans d'action, sur des points précis, en fait, du parcours client, en se disant, ben voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux optimiser là-dedans, et tout ce que je peux automatiser, il y a des machines qui sont là pour le faire. Donc l'écosystème opérationnel, c'est en fait, en décomposant donc l'ensemble du processus, c'est les briques fonctionnelles qui vont me permettre de pouvoir activer un certain nombre de choses. On va y revenir tout à l'heure. Voilà, on va y revenir un tout petit peu plus. Donc tout à l'heure, tu parlais de plan d'action justement et l'importance aussi de baliser dans le temps ce plan d'action, de mettre des jalons, de mettre des étapes pour toujours guider les équipes, hein, toujours les motiver, les fédérer avec toujours des objectifs qui vont faire qu'on va être dans cette roadmap, se situer entre ce qui est rentable immédiatement, ce qui coûte le moins cher, etc. Enfin, différents critères qui vont nous permettre de baliser cette roadmap. En effet, la roadmap, c'est un point fondamental. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fixé, je dirais, l'architecture cible qu'on souhaitait avoir en termes d'écosystème opérationnel, donc on se dit, ben voilà, on veut une vision unique, on veut que cette vision unique, elle soit corrélée avec une brique d'analyse, de modélisation, donc pour pouvoir automatiser le profiling, en fait, d'un certain nombre de mes clients. Une fois que j'ai cette automation de profiling, je vais pouvoir, donc avec cette segmentation, déclencher des parcours clients. Et donc là, en fait, on parle de marketing automation. Donc, on va scénariser en fonction du segment différents scénarios relationnels. Et puis après, ça peut se lier aussi avec une DMP, hein, donc pour avoir une vision comportementale sur le web qui est liée donc non seulement à l'individu, mais aussi au scénario que je veux faire dessus, puis des briques reporting. Donc, la roadmap, elle va permettre, une fois qu'on a défini cet écosystème opérationnel, de se dire, en fonction des moyens humains et financiers que j'ai, comment dans le temps je dois construire en fait mon édifice et qu'est-ce qui est le plus cohérent en fait à construire en priorité par rapport à d'autres briques. Donc là, c'est pour vraiment en fait pas se dire voilà, je construis une fusée directement, je vais construire d'abord l'étage 1 de la fusée, c'est prioritaire, une fois que c'est testé, on passe à l'étape 2 et puis ensuite à l'étape 3. Voilà, il faut que les fondations soient solides, donc commençons par le début et construisons effectivement pas à pas. Alors, nous avons 2 webinars que vous pouvez retrouver en replay sur la chaîne Amavis Data Management de WebIKEO, donc sur la stratégie et sur la roadmap. Donc, je vous invite à vous y reporter dès qu'on aura terminé, clôturé ce webinar. Alors, deuxième axe de travail, je vais dire, et d'études et d'analyse, hein, c'est bien sûr la ressource humaine, ce sont les utilisateurs, parce que là, on va devoir checker pour rendre ce système cohérent un certain nombre de choses. Et bien souvent, ça paraît évident tout ce qu'on va dire, William, mais on se rend compte dans la pratique qu'on est loin du compte bien souvent et que si, encore une fois, on vient de l'évoquer avec les fondations, si on n'a pas ces fondations premières, si on n'a pas notamment un des aspects prioritaires que sont les besoins, est-ce qu'on a bien formalisé le besoin des utilisateurs? Parce que si le client est au centre de nos attentions, il ne faut pas oublier qu'on a également des gens dans l'entreprise qui travaillent avec le client, qui échangent avec le client, qui se coordonnent avec le client et qui donc ils ont besoin de gérer de l'information et qu'il faut leur faciliter la tâche. Donc là, sur cet axe-là, besoin formalisé. Donc ça passe la plupart du temps. Je dirais qu'il y a des besoins premiers exprimés par le client. On peut tout savoir, c'est-à-dire qu'on va dire, voilà, nous on ressent un problème sur telle et telle chose. Donc ça, c'est la première approche. C'est vrai qu'après, quand on creuse un petit peu le pourquoi du pourquoi, on n'arrive pas souvent au même résultat que le client. Et donc, ça amène à une vraie remise en cause qui est souvent nécessaire pour se dire, pour avancer efficacement, il faut que je puisse régler les problèmes sur la cause profonde et pas sur la surface. Et donc, le fait d'avoir un œil extérieur qui vienne en fait jeter un regard, je dirais, sur les dysfonctionnements,
permet en général de régler la problématique, elle peut être de différents ordres, et surtout de répondre vraiment aux besoins de l'entreprise, c'est-à-dire se dire on construit quelque chose sur un constat qui est solide, un diagnostic qui est solide, et donc derrière, tant d'un point de vue organisationnel que stratégique que technique, on va en fait répondre aux besoins de l'entreprise. Voilà. Alors on se rend compte en plus que lorsqu'on intervient, les utilisateurs qui sont pris dans un quotidien opérationnel ne se sont pas toujours posés pour pouvoir justement formaliser des besoins et les analyser dans une logique un petit peu plus vaste, parce qu'ils sont pris dans un quotidien, ils sont pris sur des tâches opérationnelles, ils sont pris dans un certain rythme, et donc ils n'ont pas forcément une vision extérieure. On dit souvent c'est pas le poisson rouge qui est le mieux placé pour parler de son bocal, d'où l'intérêt effectivement d'avoir parfois cet œil extérieur dont tu parlais, qui permet également de se poser la question de la revue régulière de ses besoins pour pouvoir gérer les évolutions, avec également quelque chose d'important qu'on signalait tout à l'heure en aparté, c'était ces besoins communs aux différents services, parce que on va recevoir de l'information, on va en donner de l'information, et on n'utilise pas forcément toujours l'information qu'on collecte nous-mêmes, parce que cette information va être utilisée par d'autres, et c'est là parfois où le schéma n'est pas tout à fait fluide, parce qu'on n'a pas la visibilité sur ce que fait, en fait, sur ce à quoi va servir cette information. En fait, on peut faire un parallèle un petit peu avec la vision stratégique dont on parlait tout à l'heure. Si la vision n'est pas définie, ça veut dire qu'on ne la partage pas. Et donc, si on ne la partage pas, on va construire des choses qui vont en être déduites et qui ne vont pas être forcément efficaces. Là, c'est un petit peu pareil pour l'information. L'idée, c'est quand même de collecter les besoins d'information aux différents endroits de l'entreprise, sur les différentes personnes, et d'agréger à la fin des informations qui sont utiles pour tous. Donc, ça veut dire que quand on parle... on va parler de smart data, c'est-à-dire de la donnée vraiment utile, intelligente. Il faut qu'elle soit au centre de l'entreprise, c'est-à-dire qu'elle puisse servir à tous, pas seulement à certains. Voilà. Alors, c'est ce qu'on était en train de se dire. Donc, quel bénéfice utilisateur? Ça, c'est fondamental pour que les systèmes soient utilisés derrière. Donc, à quoi ça va servir? Et ça, il faut vendre ces objectifs, enfin, ces bénéfices, utilisateurs, pour que les outils soient utilisés. Donc, on va avoir une phase de formation, de sensibilisation et bien évidemment de conduite du changement qui est importante. Alors, les processus, ça c'est l'autre grand axe de travail avec l'analyse à la base des parcours clients. Là, en effet, on est sur le point de départ, on y revient, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est partir des besoins réels de son client pour se dire, voilà, aujourd'hui, moi si j'étais à sa place, comment j'aimerais être traité, qu'est-ce que j'aimerais recevoir, à quel moment, à quelle fréquence, avec quelle pression, avec quelle intensité, enfin bref, il y a plein de questions qui se posent là-dessus. Et c'est vrai que de réfléchir sur la manière dont on aimerait être considéré par sa propre marque, ça permet de déduire en fait un certain nombre de comportements et puis derrière d'adapter en fonction du segment, c'est-à-dire du niveau d'implication du client ou du prospect dans la marque, le discours qu'on va lui donner. Donc c'est le point de départ, je dirais, pour la construction d'un système d'information et tout ce qui s'ensuit derrière. Alors, dans la foulée, on va bien sûr analyser les différents points de collecte, de validation, de transformation et des échanges de données avec le client, parce qu'on le sait aujourd'hui, la data, et on va y revenir, c'est vraiment le nerf de la guerre du marketing moderne. Oui, là, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de débat là-dessus. Aujourd'hui, c'est vraiment uniforme. On peut se poser 10 millions de questions sur quels outils, quelles stratégies, etc. Mais il n'y a pas de question, il n'y a pas de débat, je dirais, sur la data. Si la data n'existe pas, elle n'est pas fiable, elle n'est pas conforme, elle n'est pas utile, il n'y a rien qui se passe. Vous pouvez avoir les meilleurs outils du monde, si derrière il n'y a pas l'énergie pour alimenter le moteur, ça ne marche pas. Donc là, c'est vraiment un point fondamental. D'autant qu'on est dans un contexte digital qui nous introduit cette nouvelle notion, ça fait un bout de temps qu'elle est plus nouvelle, mais de temps réel et de temps différé. Alors, est-ce que le temps réel, c'est mieux que le temps différé? Ça, c'est pas forcément... Enfin, je pose la question qu'il faut, mais la réponse n'est pas si évidente que ça. En gros, en fonction de ce qu'on souhaite, après, c'est encore une fois pareil, c'est qu'il y a aussi une réalité économique. Ça veut dire, idéalement, tout le monde peut souhaiter avoir des parcours clients en réel. Si on est sur du retail, par exemple, on peut très bien imaginer, lorsqu'une personne rentre dans un magasin, qu'on puisse
créer en fait un parcours client spécifique en ayant cette reconnaissance de cette personne et lui faire découvrir tout un univers particulier de ce magasin en termes de produits, en termes de services. La question qui se pose derrière, c'est est-ce que j'ai les moyens en fait de mettre en place ce temps réel? Donc les moyens, c'est les moyens humains, les moyens techniques et les moyens financiers parce que c'est pas neutre. Le temps réel, ça permet en fait de faire des choses dans le marketing automation, mais surtout aussi dans le prédictif. C'est-à-dire en fonction d'un comportement et en fonction d'une modélisation, je peux prédire que voilà, la personne va à T1 faire telle et telle action et donc développer en fait un scénario spécifique pour ça, pour être dans le prédictif. Donc tout ça, c'est des choses qui, d'un point de vue parcours client, sont exceptionnelles. La seule chose, c'est que d'un point de vue système d'information, on rentre souvent dans une autre dimension. Donc il faut vraiment bien calibrer l'adéquation, je dirais, objectif, stratégie, moyen d'entreprise pour qu'on construise quelque chose de cohérent en fait avec les 3 leviers dont je viens de parler. Oui, des fois, il vaut mieux se restreindre au niveau des ambitions et avoir quelque chose qui soit vraiment opérationnel, mais qui couvre peut-être 60-80% des besoins, plutôt que d'essayer de couvrir 100% des besoins, mais d'avoir quelque chose qui finalement ne conviendra pas parce que la lourdeur ou le manque de moyens empêchera de la fluidité ou, enfin, je dirais, la pertinence du système. Alors, bien évidemment, tout ça, ça doit être évolutif dans le temps parce que, comme tu le disais tout à l'heure, au niveau de la stratégie, on peut se fixer certains horizons, au niveau de la roadmap également, et puis faire évoluer tout ça, donc avec des revues de processus qui doivent être à minima annuel, et puis, bien sûr, une conduite de changement qui doit s'inclure parce que tout ça, encore une fois, il y a une transformation dans l'entreprise, il doit y avoir une transformation des habitudes lorsqu'il y a transformation des processus et l'accompagnement technologique qui va bien. Alors la technologie, on en parle maintenant et tout à l'heure, on parlait donc d'écosystème opérationnel. Alors on va lister relativement rapidement ici les différents outils qui constituent finalement le système de base d'un système d'information global marketing. Donc, le CRM, donc évidemment, donc système qui permet d'avoir une vision, je dirais, sur les interactions clients. Souvent, en fait, on le confond avec plein de choses. On le confond avec un ERP, on le confond avec il y a une grosse confusion aujourd'hui sur le rôle objectif des outils. Le CRM, il a quand même pour objectif de centraliser l'information client et surtout ses interactions. Donc c'est un système qui va quand même beaucoup servir sur les fonctions commerciales ou les fonctions support, parce que on y recense un certain nombre d'informations, de rendez-vous, et on a un historique en fait client fiable, mais aussi après évidemment sur les dimensions marketing, puisque là on va pouvoir mesurer aussi des pressions de sollicitation en fait marketing qu'on a faites sur le client. Et c'est à partir de ce système-là que la DMP ou le marketing automation va s'appuyer pour pouvoir justement automatiser un certain nombre d'axes de communication en scénario, ou en scénario comme tu l'évoquais tout à l'heure. Alors voilà, DMP en fait, donc après il y a plein de... C'est un terme aujourd'hui qui est assez ambigu encore parce qu'il y a plein de définitions et d'architectures différentes de DMP. Mais globalement, l'objectif d'une DMP, c'est quand même de réconcilier des données, on va dire, relationnelles avec des données comportementales. Donc quand on parle de comportemental, on parle de web et on parle de cookies. Donc l'idée, c'est de pouvoir en fait tracer sur vos sites web le comportement des gens, identifier ou pas, il y a des stratégies pour identifier les gens, et de pouvoir dire, voilà, William Béraud, il est resté 3 minutes sur ma page web, et donc comme il est resté 3 minutes sur ma page web, je peux le scorer à 5, et comme je l'ai scoré à 5, alors je peux lui envoyer tel scénario, et donc le scénario fait que je sais qu'à 80%, en fait, il va faire telle et telle action. Donc c'est ça, en fait, c'est d'arriver dans le prédictif en fonction du comportement, et là, on commence à parler, en fait, de marketing 360. Alors le RP, c'est tout à l'heure tu l'évoquais, c'est plutôt la partie facturation, donc plutôt la partie financière, la partie consommation finalement. C'est ça, c'est le back-office de l'entreprise, donc c'est toutes les fonctions logistiques, achat, facturation, tout ce qui fait qu'en fait on va rentrer des produits, des services en fait dedans. On s'occupe en fait plus du back-office de l'entreprise. Donc bien sûr qu'il y a des informations clients dedans et qu'on peut regarder par exemple des paniers moyens d'achat, des choses comme ça. Maintenant, c'est pas non plus le centre névralgique des interactions, on va dire, avec un service support ou un service commercial. Je ne sais pas son rôle. Et donc, ils se complètent souvent en fait avec un CRM. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de liaisons de l'un à l'autre, puisqu'en fait, ils ont 2 objectifs différents.
Alors le web, l'e-commerce, bien sûr, ça parle à tout le monde, hein, mais tu l'évoquais à l'instant, c'est les visites sur le site web, c'est bien évidemment les visites, alors sur un site web qui soit un site e-commerce, qui soit un site institutionnel. Ouais, c'est un canal d'information en fait qui permet soit d'avoir de l'information, soit de faire de la vente. Bien sûr, le référentiel client unique ou le data mart, hein, c'est un petit peu, les deux se sont complémentaires, voire même, on peut avoir la même définition. Donc là, on va plutôt agréger l'information des différents systèmes situés ci-dessus pour pouvoir justement avoir cette vision 360 du client, cette vision globale du client, qui va nous permettre derrière, avec la business intelligence, de modéliser, d'analyser et de prédire notamment. Et de piloter l'activité. Ouais. Voilà, c'est ça. Et puis, dernier point là qu'on évoque de plus en plus, et parce qu'il devient vraiment stratégique aujourd'hui, c'est la sécurisation dans un système d'information, parce que même si on considère souvent à tort que les données de l'entreprise au niveau de mes clients, personne... Voilà, mes clients, ils n'intéressent personne, à part peut-être mes concurrents et encore. C'est aujourd'hui, avec la cybercriminalité qui explose, puisque il y a aujourd'hui les pirates, ils sont internationaux, hein, avec cette notion de ransomware. On a fait dernièrement encore un webinaire sur la sécurisation des données, puisque on peut vous crypter vos données en échange on va vous demander une rançon en fait pour enlever ce décryptage. Et lorsque les entreprises payent, bien sûr, elles ne reçoivent jamais la clé de décryptage. Hein. Donc, et ça vient un petit peu c'est vrai, dans le monde. C'est lié à la sécurité et c'est lié aussi au parcours client, parce qu'en fait, on n'en parle pas, mais il y a une dimension que vous devez connaître qui est le RGPD, hein, donc le règlement de protection de data européen, qui est en vigueur et qui vous impose, en cas justement de piratage de vos données, d'écrire à l'ensemble de vos clients pour leur indiquer que vous êtes fait pirater. Donc en termes de parcours client, il y a mieux en fait comme scénario à trouver. Et donc c'est pour ça que je pense que la sécurisation du système d'information et la notion d'optimisation du parcours client, ce sont des choses qui se réfléchissent mûrement, parce qu'en fait, imaginez construire quelque chose de parfait en termes de parcours, et puis qu'à un moment donné, vous ayez un incident comme celui-là dans votre relation, ça fait descendre quand même le niveau de confiance en fait qu'on peut avoir envers sa marque. Donc c'est pas quelque chose à prendre à la légère, hein, c'est vraiment fondamental. Voilà, le RGPD entre en vigueur le 25 mai 2018 pour tous les traitements. Il est déjà en vigueur depuis le mois de mai 2016 pour les nouveaux traitements. Donc sachez, on a déjà traité ces sujets-là dans 2 webinaires consacrés à ce règlement général de la protection des données. Vous pouvez les retrouver sur la chaîne Amabis. Alors, maintenant, vous voyez ici, on a un schéma qui agrège les différentes sources d'informations pour les déverser dans un data mart avec l'objectif opérationnel et décisionnel. Donc ici, les analyses, ici, la gestion de campagne omnicanal. Donc, on va revenir sur ces notions-là avec l'aspect de la data maintenant, qui est un axe également fondamental, puisqu'on va devoir modéliser selon 3 axes, hein, les formats, la catégorisation et les agrégats, William, parce que aujourd'hui, cette modélisation, c'est un axe de travail important. Oui, on parle de modélisation, ça veut dire devenir prédictif. Donc devenir prédictif, ça veut dire pouvoir déjà standardiser en fait le matériau de départ, qui est donc la donnée. Et en effet, cette standardisation, ça passe par la compréhension et la mise en place de formats qui soient clairs et nets en fait, hein, au niveau de la structure des bases de données. Ça passe aussi par un travail préalable de catégorisation de la donnée. Donc quand on parle de catégorisation, ça veut dire qu'est-ce qui est du ressort du nominatif, du comportemental, du transactionnel. Donc voilà, on va en fait catégoriser les différents flux d'informations. Et ça, c'est important parce qu'en fait, en fonction des travaux qu'on va avoir sur l'utilisation de la donnée, ça va nous permettre de la regrouper par ensemble et par ensemble de traitements. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis une fois qu'on a fait tout ça, on va faire travailler un petit peu des data scientists sur les corrélations entre les variables, hein, voir s'il y a vraiment des liens forts entre une action et le fait de déclencher un événement, je dirais, et d'avoir en fait telle information. Donc ça crée en fait une corrélation au sens mathématique du terme, ce qui est en gros un indice de probabilité qui fait que on sait qu'un événement est lié à un autre à hauteur de 90, 95, 100%. Et donc ça permet derrière, sur un grand nombre de données, de pouvoir modéliser en fait les informations
on va écrire la formule en fait mathématique quelque part, et à chaque nouvelle entrée en fait qui va arriver dans le système, eh bien le modèle mathématique va tourner pour qualifier en fait la modélisation qui sera appropriée. Et donc, créer ce score de il fait pas, donc cette note probabilistique de comportement, en fait. Alors, juste une anecdote sur les formats. On a eu à traiter des fichiers, par exemple, dans lesquels on a trouvé jusqu'à 28 formats différents de dates. Donc, ce qui est problématique, bien évidemment, lorsqu'on veut comparer ces champs. Et sur les agrégats, tout à l'heure, on se faisait la remarque en aparté. Qu'est-ce que j'agrège? Est-ce que j'ai besoin de remonter, par exemple, dans mon RCU, l'ensemble du détail du ticket de caisse, ou est-ce que je remonte uniquement une valeur? Alors cette valeur, elle peut être en marge ou en chiffre d'affaires, ou voire les deux. Panier moyen, ouais. Voilà, en panier moyen. Donc quelles sont les informations que je vais agréger? Et pour cela, il faut que j'ai aussi des informations de qualité. Alors ça, c'est notre grand dada, bien sûr, chez Amabis, la qualité et l'enrichissement de data. Et c'est un des fondamentaux de la cohérence et de la pertinence du système d'information, parce que sans cette qualité, tout le reste ne va pas pouvoir découler, puisqu'on ne saura pas agréger finalement un individu ou un consommateur ou un client à sa juste vision finalement dans l'entreprise, et on pourra le confondre une fois en tant que suspect, une fois en tant que prospect, une fois en tant que client, parce qu'on n'aura pas su réagréger, réharmoniser en fait ces informations. Alors l'accessibilité, ça c'est aussi un souci du marketeur, qui parfois a des outils de BI et il ne sait pas dans quelle table aller chercher pour s'organiser finalement. D'où l'intérêt d'avoir un référentiel client unique qui lui donne cette possibilité. On en a parlé donc, le règlement général de protection des données, je ne vais pas y revenir. Et avant de passer à la séance de questions-réponses, deux petits mots concernant Amabis et son approche du data management, qui est une approche globale, puisqu'on intervient à la fois sur un aspect transversal qu'on a un petit peu évoqué aujourd'hui, c'est à la fois ces trois axes, c'est les trois axes qu'on a présentés, c'est l'organisation, la ressource humaine et l'aspect technologique. Ce sont les livrables qu'on va fournir dans ce sens-là. Et puis on intervient également sur des aspects de métier, marketing commercial, système d'information et réglementaire, qui prend de plus en plus d'importance dans nos métiers du marketing aujourd'hui. On a un historique de conseils, d'éditeurs et d'intégrateurs depuis maintenant plus de 20 ans, donc sur deux grands aspects, la qualité de données, avec tout ce qui est conseil, audit et diagnostic des bases de données, avec des prestations correctives et préventives, bien évidemment, des solutions logicielles et des services. Et puis, une deuxième grande BU dont tu t'occupes, William, c'est celle du référentiel client unique, du CRM et de la business intelligence, avec tout à l'heure on en parlait, donc bien sûr du data management, du CRM, du marketing automation. Également donc des analyses descriptives et prédictives du parcours client. Donc ça c'est quand même un axe de travail et de bataille aujourd'hui important, avec tout un tas de services sur l'infogérance de ces bases de données. Bien sûr, on est présent dans tous les secteurs d'activité parce que tout le monde est concerné, hein, et même notamment des gens comme Pôle emploi, même si on ne peut pas dire qu'il s'agit de clients, hein, on travaille également pour le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense. Voilà, donc on est présent sur tous les secteurs parce qu'on gère de la data aujourd'hui un petit peu partout, et ça c'est le monde de la digitalisation qui nous l'impose. Alors, une dernière petites annonces avant de passer à la séance de questions-réponses. Prochain webinaire de rentrée le 29 août avec l'épisode 6 de notre saga transformation digitale. Donc on verra justement comment adapter les processus pour que le marketing fonctionne mieux. Et puis vous pouvez nous retrouver donc sur la chaîne Amabis Data Management. Vous retrouverez donc un certain nombre de webinaires en replay. Et vous avez un bouton là qui vous permet de vous inscrire à ce webinaire épisode 6, donc sur l'adaptation des processus, webinaire donc du 29 août. Voilà, maintenant William, si tu veux bien, on va ouvrir la séance de questions-réponses. Allons-y. Donc le chat vous est ouvert. Vous pouvez nous questionner donc sur cette cohérence et cette pertinence donc du système d'information. En tout cas, on vous remercie de votre écoute et de votre attention. Manifestement, je vois personne en train de nous écrire.
On a dû être très très clair, William. Alors, vous allez pouvoir télécharger le PDF de cette présentation dès que j'aurai clôturé le webinaire, dès que nous aurons clôturé ce webinaire. On va vous souhaiter à tous un excellent été, de bonnes vacances pour ceux qui partent cet été. On vous donne rendez-vous donc le 29 août. Vous pouvez nous retrouver d'ici là sur la chaîne donc Amabis Data Management et puis bien sûr sur notre blog sur amabis.com sur lequel vous allez retrouver bien sûr toutes nos actualités, différents articles sur justement la pertinence, la cohérence du système d'information marketing sur lequel on œuvre au quotidien, donc, puisque on est tombé dedans, toi en particulier, William, on est tombé dedans quand on était petit. Voilà. Donc, merci à tous et à toutes de votre écoute, de votre attention. Bon été et à bientôt. Au revoir. Au revoir.